Long Island, décembre 1992. Il ne restait que 2 jours avant que Kathy Beers ne célèbre son 10e anniversaire lorsque son monde, déjà marqué par la négligence et les mauvais traitements, s'est enfoncé encore plus profondément dans les ténèbres. Sous le masque d'un ami de la famille, John Esposito, un prédateur de 43 ans connu sous le nom de « grand frère », avait méticuleusement planifié l'enlèvement de la petite Kathy. Ce que personne ne savait, c'est que pendant des années, il avait construit un bunker souterrain spécialement pour elle, une prison de la taille d'un cercueil où il la retiendrait pendant 17 jours de terreur. Le plus remarquable est que, malgré son jeune âge, elle a réussi à le tromper et à assurer sa propre survie. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment une enfant de 9 ans a réussi à surpasser un prédateur expérimenté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Le 28 décembre 1992, John Esposito a mis en œuvre son plan final. Il s'est approché de Linda, la marraine de Kathy Beers, avec une proposition apparemment innocente, emmener la fillette à la salle d'arcade Spaceplex comme cadeau anticipé pour son 10e anniversaire. L'appât parfait était une maison de rêve Barbie. Derrière sa façade de « grand frère », surnom qu'il avait gagné en raison de sa proximité avec les enfants du quartier, Esposito cachait un passé sombre. En 1977, il avait tenté d'enlever un enfant de 7 ans dans un centre commercial. Malgré cela, il maintenait intacte son image des « amis de la famille », allant jusqu'à placer des affiches dans les magasins locaux proposant des cours de mécanique pour les garçons dans son garage rénové. La manipulation s'étendait au-delà de Kathy. Esposito achetait régulièrement des cadeaux pour Linda, créant une dynamique où la marraine permettait son accès à la fillette comme forme de reconnaissance. Kathy était devenue, sans le savoir, une monnaie d'échange dans un jeu macabre de faveur. Le 28 décembre 1992, le plan de John Esposito s'est mis en mouvement. Après avoir obtenu la permission de Linda d'emmener Kathy à la salle d'arcade Spaceplex, il a d'abord emmené la fillette acheter un jeu vidéo. C'était une routine familière pour Kathy, elle visitait fréquemment la maison d'Esposito pour jouer aux jeux vidéo dans sa chambre. Les témoins de la salle d'arcade contredisaient la version initiale d'Esposito. Alors qu'il prétendait que Kathy avait disparu sur place, plusieurs personnes ont confirmé à la police l'avoir vue entrer seule dans l'établissement. En réalité, Esposito n'avait jamais emmené Kathy au Spaceplex. Au lieu de cela, ils sont allés directement chez lui. Kathy, habituée à passer du temps là-bas, n'a rien soupçonné quand elle a commencé à jouer aux jeux vidéo dans la chambre d'Esposito. C'est lorsqu'il a fait des avances sexuelles qu'elle a refusé. Le refus a déclenché la violence, Kathy a été traînée dans le bureau. La dernière communication de Kathy fut un message vocal laissé à sa marraine Linda. « Tante Linda, un homme m'a enlevé et il a un couteau et oh non, le voilà qui revient. » La police découvrirait plus tard que ce message avait été enregistré sous la contrainte d'un téléphone près de la salle d'arcade, mais le bruit de fond indiquait qu'il avait été enregistré ailleurs. Esposito a alors forcé Kathy à travers le système qu'il avait construit, l'étagère amovible, la trappe de 200 livres et le tunnel de 6 pieds qui menait au bunker. L'endroit où elle resterait pendant les 17 prochains jours ne se trouvait pas à 100 mètres d'où elle jouait régulièrement lors de ses visites chez son ravisseur. Le bunker était si techniquement parfait que même lorsque la police montait la garde sur la propriété d'Esposito, les enquêteurs passaient régulièrement au-dessus sans soupçonner son existence. La moquette du bureau et la bibliothèque avaient été spécifiquement choisies pour ne pas montrer de signes d'utilisation fréquente de la trappe. Le poids de la porte en béton avait été calculé pour exiger une force considérable pour l'ouvrir, rendant impossible toute tentative d'évasion d'un enfant. La construction qui devait abriter le cadeau d'anniversaire de Kathy s'est révélée être sa prison planifiée, un monument souterrain à l'obsession de son ravisseur. À l'intérieur du bunker en béton, Kathy Beers a développé un plan de survie extraordinaire. Sa première décision, ne pas dormir. La raison était précise, Esposito voulait la photographier apparemment morte pour convaincre la police d'arrêter les recherches. Sans la photo, les recherches continueraient. Sa deuxième stratégie fut de refuser la nourriture. Kathy soupçonnait qu'Esposito pourrait y mélanger des sédatifs pour faciliter la photo dont il avait besoin. Pour une enfant de 9 ans, choisir de se priver de nourriture démontrait une compréhension avancée de sa situation. Kathy a également découvert l'une des clés de la salle cercueil et l'a cachée sous son oreiller. Dans les moments de solitude, elle explorait le bunker plus grand à la recherche de sortie. En entendant Esposito revenir, elle retournait rapidement dans sa prison, maintenant l'illusion de contrôle qu'il espérait avoir. Son arme la plus puissante fut cependant la manipulation psychologique. Kathy a commencé à poser des questions stratégiques sur l'avenir. Comment irait-elle à l'école?
Comment pourraient-elles travailler? Comment serait leur vie? Chaque question était calculée pour faire douter Esposito de son propre plan. Cathy regardait les informations à la télévision du bunker, suivant les recherches de sa propre disparition. Cela la maintenait informée et alimentait sa détermination. Elle savait qu'elle devait maintenir les recherches actives et, pour cela, elle devait empêcher Esposito d'envoyer toute preuve de sa mort à la police. Dans un espace conçu pour briser son esprit, Cathy a transformé son jeune esprit en un outil de survie. Affamée, privée de sommeil, mais déterminée, une fillette de 9 ans était, méthodiquement, en train de déconstruire les plans de son ravisseur en utilisant uniquement son intelligence. Le 13 janvier 1993, après 17 jours de recherches infructueuses, John Esposito est entré dans le bureau de son avocat pour faire une confession qui choquerait tout le monde. L'homme que la police surveillait 24 heures sur 24 a finalement craqué, non seulement à cause de la pression policière, mais à cause de la guerre psychologique menée par une fillette de 9 ans. La confession fut un processus en chaîne. D'abord, Esposito a révélé à son avocat que Cathy Beers était vivante et toujours en captivité. L'avocat a immédiatement contacté les autorités. Ensuite, Esposito a conduit la police jusqu'à sa maison sur l'avenue Saxon, 1416, où il commencerait à révéler le système élaboré qu'il avait construit. Le moment de la révélation fut tendu et méthodique. Dans le bureau, Esposito a démontré comment il devait d'abord retirer une étagère spécifique du mur. Ensuite, il enroulait soigneusement la moquette pour révéler le premier niveau de sa construction. Utilisant un système de poulies et de contrepoids, il soulevait alors une dalle de béton de 200 livres qui servait de porte au bunker. Le déclencheur de la confession est venu d'un dernier coup psychologique de Cathy. La veille, elle avait dit à Esposito qu'elle était malade et ne se sentait pas bien. Cette manipulation finale, ajoutée à 17 jours de questions constantes sur des plans futurs irréalisables et à la pression de la surveillance policière ininterrompue, a finalement brisé sa résistance. Pendant l'interrogatoire initial, Esposito a tenté de construire un récit déformé. Il a affirmé que le bunker de $5000 était un projet, pour Cathy, qui avait été planifié avec affection. Il insistait sur le fait qu'il n'avait jamais voulu lui faire de mal et qu'il avait l'intention de lui donner une bonne vie. La police découvrirait bientôt qu'il avait planifié chaque détail de l'enlèvement pendant des années, observant Cathy jouer sur la terre qu'il retirait pour construire sa prison souterraine. Le moment du sauvetage fut particulièrement révélateur. L'équipe de police, descendant par le tunnel sombre, a d'abord trouvé la grande salle insonorisée. Ensuite, ils ont découvert le compartiment de la taille d'un cercueil. Cathy était là, enchaînée par le cou, mais consciente et étonnamment alerte. La télévision était encore allumée, elle suivait les nouvelles concernant sa propre recherche. Le 13 janvier 1993, lorsque l'équipe de sauvetage a commencé à descendre par le tunnel vertical du bunker où Cathy Beers était maintenue en captivité, ils n'ont pas trouvé la scène de soulagement qu'ils espéraient. Au lieu d'une enfant anxieuse d'être secourue, ils se sont retrouvés face à une survivante terrifiée qui croyait être sur le point de subir plus d'abus. « J'étais terrifiée parce que je croyais que d'autres hommes viendraient me faire du mal », révélerait Cathy plus tard. La fillette de 9 ans, toujours enchaînée par le cou dans un espace de la taille d'un cercueil, s'est recroquevillée dans le coin le plus éloigné de sa prison en entendant les premiers sons de bottes descendant par le tunnel de béton. Les policiers ont trouvé une scène troublante, Cathy était visiblement dénutrie, résultat de son refus stratégique d'accepter des aliments qui auraient pu être altérés. Une petite télévision diffusait encore des nouvelles, la même qu'elle utilisait pour suivre les recherches de sa propre disparition. Les marques sur son cou témoignaient des 17 jours passés enchaînés. Le processus de sauvetage a exigé une extrême prudence. L'équipe a dû s'identifier à plusieurs reprises comme policiers, assurant qu'ils étaient là pour la sauver. Le bunker, construit avec une isolation acoustique professionnelle, restait dans un silence sépulcral, rompu uniquement par les voix prudentes des sauveteurs et la respiration accélérée de Cathy. L'extraction physique du bunker a présenté des défis considérables. Le tunnel vertical, conçu par Esposito comme voie d'accès à la captivité, servait maintenant d'unique chemin vers la liberté. Cathy, affaiblie et désorientée, a dû être guidée avec précaution à travers l'étroit passage. En émergeant du bunker, l'impact sensoriel fut immense. Même sous le ciel nuageux de janvier, la lumière naturelle a ébloui les yeux de Cathy, habituée à 17 jours d'obscurité presque constante. L'air froid de l'hiver a provoqué une réaction physique immédiate, c'était la première fois en plus de 2 semaines qu'elle respirait de l'air frais. Le moment où j'ai réalisé que c'était vraiment des policiers, qu'ils étaient là pour me sauver, c'est là que j'ai commencé à me détendre, a rapporté Cathy plus tard.
Cependant, les spécialistes qui ont suivi l'affaire ont noté que le traumatisme du sauvetage ne serait que le premier de nombreux obstacles dans sa guérison. La véritable transformation de Kathy Beers a commencé au moment où elle a été placée sous la garde d'une famille d'accueil après son sauvetage. Pour la première fois de sa vie, elle a expérimenté ce que signifiait être simplement une enfant. Je n'avais pas de responsabilité au-delà des devoirs et du vélo, a révélé Kathy. C'était la première fois que je pouvais vraiment jouer. Ses parents adoptifs ont pris une décision cruciale, la tenir à l'écart des projecteurs médiatiques. Alors que le monde était avide de détails sur la fille du bunker, ils ont construit un mur de protection autour d'elle. Cette décision, selon Kathy, a été fondamentale pour sa guérison. Mes parents adoptifs m'ont permis d'avoir une enfance normale, quelque chose que je n'avais jamais eu avant, a-t-elle expliqué dans son livre « Durier Memory ». Le processus de guérison fut méthodique et intensif. Kathy a été immédiatement inscrite en thérapie, où elle a commencé le travail ardu de traiter non seulement les 17 jours de captivité, mais toute une vie d'abus antérieurs. Pendant des années, elle a utilisé ce qu'elle appelait un mécanisme d'adaptation, bloquer complètement les souvenirs traumatiques. Cependant, l'écriture de son livre l'a forcée à confronter ce passé. Je n'ai pas seulement été abusée physiquement, a révélé Kathy, mais aussi sexuellement et violée par mon ravisseur. Quelqu'un qui, avant l'enlèvement, ne m'avait jamais touché. Des années plus tard, j'ai découvert qu'il avait molesté mon frère biologique, et des membres de ma famille le savaient. Cette révélation montre comment sa transformation incluait non seulement la guérison personnelle, mais aussi le courage d'exposer des vérités douloureuses. La décision de devenir conférencière motivationnelle ne fut pas immédiate. En 2013, lors du 20e anniversaire de son sauvetage, Kathy a finalement décidé d'utiliser sa voix publiquement. Quand j'étais enfant, je voulais écrire un livre pour des raisons égoïstes, a-t-elle admis. Mais en grandissant, cela a évolué vers une réelle volonté d'aider les gens, de montrer qu'à travers une tragédie, avec le bon système de soutien et des conseils, on peut surmonter. Le 4 septembre 2013, à la prison de Sing Sing, John Esposito, alors âgé de 64 ans, a finalement admis la vérité qu'il avait niée pendant 2 décennies. Quelques heures après cette confession tardive, il serait retrouvé mort dans sa cellule, fermant l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle de Long Island. L'audience de libération conditionnelle de ce jour-là a marqué un changement significatif dans le récit d'Esposito. Pour la première fois en 20 ans, il a admis avoir touché de manière inappropriée Kathy Beers. C'était un aveu partiel, minimisant encore l'étendue de ses crimes, mais représentant une rupture significative dans son schéma de déni. Pendant l'audience, Esposito a révélé un détail troublant sur sa défense initiale. Selon lui, son avocat lui avait conseillé de n'admettre rien d'autre que l'enlèvement. C'était une erreur de suivre ce conseil, a-t-il déclaré au Conseil de libération conditionnelle. J'aurais dû tout admettre dès le début. Cette confession tardive, bien que significative, ne couvrait toujours pas toute l'étendue des abus décrits par Kathy. Le moment de la mort d'Esposito a soulevé des questions. Retrouvé inconscient dans sa cellule quelques heures seulement après son premier aveu de culpabilité en 2 décennies, sa mort a été officiellement attribuée à des causes naturelles, spécifiquement, une maladie cardiaque. La coïncidence temporelle entre sa confession partielle et son décès a généré des spéculations, bien qu'aucune preuve d'irrégularité n'ait été trouvée. L'historique juridique d'Esposito révélait un schéma troublant de négociation de peine et de minimisation. En 1994, il a plaidé coupable uniquement d'enlèvement, les accusations d'abus sexuels étant retirées dans le cadre d'un accord judiciaire. Il a été condamné à 15 ans jusqu'à la perpétuité, une peine que beaucoup ont jugée inadéquate étant donné la nature odieuse de ses crimes. Au fil de ces années d'emprisonnement, Esposito a maintenu un récit déformé de ses actes. Dans ses correspondances et entretiens, il caractérisait souvent sa relation avec Kathy comme « spéciale », insistant sur le fait qu'il avait construit le bunker de $5000 pour elle. Il est allé jusqu'à affirmer qu'il pensait vraiment que ce serait bon pour nous deux, une démonstration troublante de son incapacité à reconnaître la nature criminelle de ses actions. Dans une lettre particulièrement révélatrice citée par True Crime Daily, Esposito a écrit « Je sais que je suis coupable de mon crime, mais je crois que j'ai été assez puni. Après tout, je n'ai tué personne. » Cette déclaration illustre sa tendance persistante à minimiser la gravité de ses actes, même après des années d'incarcération. La réaction de Kathy à la mort d'Esposito fut remarquablement mesurée. Dans une déclaration à l'Associated Press, elle a dit « Bien que je sois heureuse que John Esposito ait finalement admis m'avoir touché de manière inappropriée, je suis triste du fait que même après 20 ans, il minimise encore ce qu'il m'a fait subir pendant mes 17 jours de captivité. » Elle a ajouté
Je suis triste pour la perte de vie, mais en même temps soulagé que John Esposito n'aura plus jamais de libération conditionnelle ou l'opportunité de blesser quelqu'un. Le cas de Salvatore, l'oncle, qui avait abusé de Katie avant l'enlèvement, a eu une issue différente. Arrêté le 16 octobre 1993 pour accusation d'agression sexuelle, il a initialement nié toutes les accusations et a été libéré sous caution. Cependant, le témoignage courageux de Katie a conduit à sa condamnation à 12 ans de prison en 1994. Salvatore ne connaîtrait plus jamais la liberté, mourant en prison en 2009. La justice dans l'affaire Katie Beers fut un processus complexe et, à bien des égards, incomplet. Alors que Salvatore est mort en purgeant sa peine, Esposito a réussi à éviter la pleine responsabilité de ses crimes pendant 2 décennies, n'admettant la vérité que quelques heures avant sa mort. Le système juridique, qui n'avait pas réussi à protéger Katie enfant, semblait également inadéquat pour fournir une mesure complète de justice à l'âge adulte. À 41 ans, Katie Beers a transformé son traumatisme en une puissante force de changement social. En tant que conférencière motivationnelle et défenseur des droits des enfants, elle a un impact significatif dans la lutte contre les abus sur mineurs. À travers son livre « Buried Memory » et ses conférences percutantes, Katie offre une perspective unique sur la psychologie d'un enfant abusé et les défaillances systémiques qui permettent à ces abus de se produire. Elle plaide pour des changements cruciaux dans le système éducatif et le CPS, insistant pour que l'abus soit discuté dans les écoles dès le plus jeune âge. En tant que consultante et survivante, son travail influence les réformes du système judiciaire et des politiques de protection de l'enfance. Sa devise « Votre vie est à 100% ce que vous en faites » inspire d'autres survivants. Aujourd'hui, en tant que mère de 2 enfants et professionnelle accomplie, Katie démontre qu'il est possible de surmonter le traumatisme et de construire une vie significative, utilisant son expérience pour protéger les enfants qui, comme elle autrefois, ont besoin d'une voix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris concernant l'intelligence extraordinaire de Katie Beers. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine vidéo!